Bonjour à toutes et bienvenue dans Tailgate version podcast, le podcast qui va revenir sur tous les enseignements de cette septième semaine de NFL et pour m'accompagner dans cette revue d'effectifs de la septième semaine, Yaya et Bertrand. Salut les gars, comment ça va? Salut Flav, salut Bertrand, salut à tous les agents libres en quête de contrat. Salut Flav et salut à tous les agents libres qui ne le sont plus puisque maintenant ils sont avec nous. Les amis, on va faire aujourd'hui, on est à un peu plus d'un tiers de la saison, on approche même de la mi-saison et on va essayer de voir les équipes qui ont déçu en ce début de saison, les équipes au contraire qui sont plutôt des bonnes surprises, enfin surtout pour leurs supporters, et jusqu'où ils peuvent aller, jusqu'où ils peuvent même éventuellement aller s'ils vont en play-off. Donc un podcast un petit peu différent de d'habitude, mais où on essaiera d'aborder le plus d'équipes possible. Comme à l'accoutumée, on commence non pas par les satisfactions, mais par les déceptions. Comme ça, on va garder les satisfactions pour la fin et la bonne humeur pour la fin. Et au premier rang de ces déceptions, on va commencer par les Packers de Green Bay. Des Packers qui sont tombés une nouvelle fois contre les Commanders ce dimanche et qui sont maintenant à 3 défaites d'affilée. Des défaites pourtant qui bon, sur le papier aurait été évitable contre les Giants, les Jets et les Commanders. Donc, Aaron Rodgers a déclaré, Yaya, qu'il n'était pas inquiet pour son équipe et que ça allait finir par tourner et par revenir. Est-ce que toi, tu es beaucoup plus inquiet pour ces Packers? Oui, je commence à l'être. Je pensais que ça allait rentrer dans l'ordre et les défaites s'enchaînant, je commence à me poser des questions. Alors, on savait très bien qu'en début de saison, ils allaient en perdre quelques-uns, mais comme tu l'as dit, on est au tiers de la saison et il n'y a pas eu le déclic pour que l'attaque reparte du feu de Dieu. Et surtout, la défense ne progresse pas, la défense ne tient pas n'est pas en support de l'attaque. Alors on sait que Aaron Rodgers est un quarterback élite, mais c'est surtout le manque de défense qui moi me chagrine. Et lors du live de lundi, Mika, en bon fan des Packers, a montré toute son inquiétude par rapport à ça. Donc euh, est-ce que les défaites sont évitables? Oui. Est-ce que c'est surprenant au fil des semaines? Oui aussi. Mais c'est surtout le manque de réaction. Et d'après les fans des Packers, c'est pas la première saison qu'on entend des problèmes avec le coaching. Pour toi, Bertrand, c'est un problème. Alors, on sait qu'ils ont perdu Davante Adams, ce qui est une perte énorme. Et Mika en parlait lundi en disant que peut-être le board des Packers n'avait pas mesuré l'impact de la perte de Davante Adams. Mais au-delà de ça, est-ce que c'est juste un problème d'attaque auquel cas il suffirait, entre guillemets, d'ajouter un très bon receveur avant la trade deadline la semaine prochaine? Ou est-ce que le problème, pour toi, est plus global chez les Packers? Depuis la perte de Davante Adams, c'est sûr que ça n'a pas aidé. On a cessé de le répéter sur plusieurs émissions. Moi, je pense que c'est un problème plus global, un problème, on va dire, de joueurs jeunes sur lesquels Aaron Rodgers n'a pas trop confiance en soi a priori. Pour les motiver, il dit qu'il va falloir jouer à un autre niveau. Et eux, est-ce qu'ils sont vraiment motivés par rapport à ça ou est-ce qu'ils le prennent, on va dire, plutôt mal? Et de toute façon, donc ça va plutôt dans un cercle vicieux que vertueux. Ça, c'est déjà un premier élément. Ensuite, Matt Lafleur, vis-à-vis des matchs et des scénarios des matchs en règle générale, ou des scénarii, pardon, des matchs en règle générale, ne s'adapte pas par rapport à la situation. Et on va dire, dès que les moments sont durs durant le match, eh bien, on continue dans le dur sans avoir de réaction. Quand tout allait bien, quand il y avait Davante Adams, il pouvait compter sur cette connexion et donc il n'y avait pas trop de questions à se poser. On arrivait à un 13-3 en fin de saison, sur plusieurs saisons. Maintenant, on sent bien que les choses sont beaucoup plus compliquées. Ensuite, moi, il y a une chose qui me paraît inconcevable. Quand on pense qu'il a une force de frappe avec Aaron Jones et A.J. Dillon, qui est quand même assez importante, si tu sais que tu es dans le dur, dans le jeu à la passe, parce qu'il te manque une sûreté en termes de réception, pourquoi ne pas alors, comme certaines équipes, comme les Bears l'ont très bien fait là sur leur dernier match, pourquoi ne pas s'orienter sur le jeu de course? Ils ont fait 12 courses sur ce match-là pour 35 passes. Donc pour le coup,
quelle est au final l'orientation qu'il veut donner. Est-ce que Lafleur veut rester sur ses convictions et quitte à perdre, ou est-ce que à un moment donné, il va changer son fusil d'épaule, sachant qu'en plus, on connaît le caractère d'Aaron Rodgers, j'en avais déjà parlé. Quand tout va mal, il est pas, comment, je vais pas dire pas du style, mais entre guillemets, on sent bien que son implication est moindre parce que bah, il se dit de toute façon avec ce que j'ai autour de moi, j'y arriverai pas. Donc il est à 6,7 yards par passe tentée cette année, ce qui est son plus bas total. Voilà, c'est tout un ensemble. Le backfield défensif des Packers c'est un peu perdu. Les Jair Alexander, les Amos, enfin, voilà, n'ont plus la production qu'ils ont pu avoir. Voilà, c'est tout un ensemble. On pourrait revenir sur beaucoup de choses, mais je pense que là, c'est au-delà d'être une défaillance individuelle de chacun, c'est plus un élément global. La semaine prochaine, les Packers iront jouer un match très difficile du côté de Buffalo en Sunday Night Football. Ils affronteront donc les Bills. Le match d'après, c'est un match de division contre les Lions de Détroit. Je vais poser une question, on va y répondre en un mot tous les deux. Très clairement, si les deux matchs prochains, les Bills et les Lions, sont perdus, est-ce que vous voyez Matt LaFleur finir la saison à Green Bay? Yaya. C'est pas dans la tradition Packers, mais s'ils veulent. Bon, ils ont la chance d'être en NFC, donc il y a encore des choses à sauver. Je ne les vois pas perdre contre les Lions. Donc, oui, la fleur restera. Oui, Bertrand? oui, la fleur restera. Comme il a dit, c'est pas dans la tradition. Et puis, deuxièmement, pour mettre qui à la place? Pour mettre un remplaçant ou un entre-deux avec un coordinateur offensif. Bon, ils ont pas les armes pour trouver un super coach qui va les faire les amener plus loin. Donc, la fleur restera. Deuxième équipe qui semble bien en difficulté, ne serait-ce que dans la production du jeu, parce que comptablement parlant, ils sont toujours en tête de leur division et on y reviendra sûrement tout à l'heure. Ce sont les Buccaneers de Tampa Bay et de Tom Brady qui viennent de perdre de manière surprenante chez les Steelers. Ça, c'était en semaine 6. Mais cette semaine aussi contre les Panthers, des Panthers que l'on disait pourtant vouloir lâcher la fin de saison après les départs de McCaffrey notamment. Et pourtant, les Buccaneers ont été complètement apathiques offensivement. 3 points marqués seulement, aucun à la mi-temps. Leur défense a tenu le coup sur le début de match, mais force est de constater que malgré les 290 yards à la passe de Tom Brady, eh bien, ça a manqué cruellement d'efficacité dans les derniers yards de Yaya. Alors, ce, il- on a déjà parlé plusieurs fois des Buccaneers, et ce depuis le début de saison. On a parlé de la nervosité de Tom Brady. On a reparlé du départ à la retraite du Gronk. Le manque de jeu de tight end. Bruce Arians qui n'est plus le coach, et la montée de Todd Bowles. Peut-être qu'il ne tient pas aussi bien l'équipe. Et puis il y a eu quelques départs, je pense notamment à Jason Pierre-Paul. Euh, les deux équipes dont on a parlé ont malgré tout un point commun, et qui pour moi n'est pas anodin, c'est que les défenses, même si on dit qu'elles sont pas, elles sont dans le premier tiers de la ligue, que ce soit en termes de yards, en termes de points, mais le vrai problème c'est l'attaque. Et on parlera ensuite d'autres équipes. C'est pareil. Le point commun, c'est vraiment le manque d'efficacité en attaque. Et je crois que euh, Todd Bowles n'arrive pas à faire fonctionner l'attaque des Buccaneers. Et même si Tom Brady peut masquer certaines choses en faisant briller quelques receveurs, mais les receveurs sont tous blessés à un moment ou à un autre. Donc du coup, ça crée une incertitude. Et puis le jeu de course, Léonard Fournette n'est pas assez bien protégé par la ligne. La ligne a un peu baissé de niveau, et je pense que c'est à peu près que le bas blesse pour les Bucks.
Quand ça va mal, tout va mal. Il y a une expression qui dit ça. Et là, on a l'impression que c'est un peu ça du côté des Buccaneers, mon cher Bertrand. On a Leonard Fournette, Yaya vient d'en parler, qui produit nettement moins que l'an dernier. On a Mike Evans qui drop un ballon sur la toute première action de jeu, alors que bon, il nous a quand même habitué à être un des top receveurs de la ligue. Il avait 11 yards d'écart avec son premier défenseur, il était seul et il relâche le ballon. C'était une action au bout d'une minute 30 de jeu, ça aurait pu complètement faire basculer le match d'une autre manière. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'il leur faut à ces Buccaneers pour se soigner tout simplement? Alors là, la solution miracle, je vais dire, comme beaucoup d'équipes durant toute une saison, que l'on attend, au-delà des bugs, hein, bien sûr, mais que l'on attend et qui sous-performe et qu'on n'a pas d'explications rationnelles, on va pas la sortir du chapeau comme ça. On peut se fier qu'à des faits en soi et à ce que l'on constate. Moi, je pense, malgré tout, et Yaya l'a très bien dit, que l'absence de Bruce Arians, je pense, a une importance capitale. C'était un coach qui savait, on va dire, tenir tête à Tom Brady. On l'avait vu sur le bord de terrain sur certains accrochements qu'ils ont pu avoir ensemble. Et je pense que ça montrait aussi aux autres joueurs que voilà, le coach, il était, même si c'était tout Tom Brady qu'il était, à un moment donné, s'il fallait lui dire les choses qu'il avait à lui dire, il lui disait. Et comme la même chose, les joueurs se disaient Tom Brady dit ce qu'il a à dire au coach pour pouvoir faire avancer l'équipe. Donc on sent un Todd Bowles qui pourtant a l'habitude quand même. Il a été entraîneur en chef des Jets, donc il sait très bien ce que c'est que le métier d'entraîneur. Mais est-ce que par rapport à cette équipe, ça fonctionne ou pas, sa façon de faire? Donc je pense que c'est ça. Après, au-delà de ça, il y a aussi tout l'extra sportif. On va pas revenir sur l'histoire de Tom Brady et sa vie conjugale, mais est-ce que ça aussi, parce que c'est la pierre angulaire de l'équipe, est-ce que ça ne joue pas aussi sur ses performances en lui-même? Bon, moi, on sent bien, en résumé, on sent bien qu'ils essaient. On sent bien que Tom Brady essaie, mais on voit bien que les passes n'arrivent pas, trop longues, trop courtes, ou alors il y a le pas de chance qui fait qu'il va y avoir des passes droppées un peu dans tous les sens. Mais si on prend la réalité du terrain, ils n'ont mis que 3 points et ils n'ont été qu'une fois dans les variards adverses sur ce match-là. Donc c'est ce qui est très très peu pour une équipe qui a une force offensive comme elle a, avec Mike Evans, Chris Godwin, voilà, et Leonard Fournette ne dépasse que les 65 yards une nouvelle fois sur cette rencontre. Donc on a, je pense, une défaillance individuelle de chaque élément, mais par rapport aux Packers qu'on abordait juste avant, on a peut-être une équipe qui a la possibilité de se remobiliser. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est que là, sur le dernier match, on les a tous vus lâcher complètement, quoi. Voilà. Ça, par contre, ça m'a choqué de voir sur les images que vraiment, ils ont lâché le morceau. Hein, ça n'a même pas essayé de se battre pour sauver l'image, ou en tout cas la face. En tout cas, ouais. Ouais, et puis moi, il y a des choses, je pense qu'ils ont pris beaucoup de retard dans les automatismes, avec les 2 semaines de vacances de Tom Brady en plein milieu de la pré-saison. Mhm. C'est pas Ouais. anodin. Je pense que déjà que la franchise autorise notre ami Tom Brady à partir en vacances. Alors effectivement, c'était certainement négocié, mais que du coup, ils ont perdu du temps. Quand on sait les machines de précision que c'est, bah, lâcher ça, pour moi, ça pose un vrai problème, et notamment dans l'alchimie. Donc, Evans qui a été suspendu un match, Godwin qui a été questionable je ne sais pas combien de fois, Julio Jones, on n'en parle pas, c'est un intermittent du spectacle. Donc voilà, Et c'est puis, c'est beaucoup de choses. Tom Brady ne retrouve pas sa soupape de sécurité avec Gronkowski qu'il avait pu avoir, qui va lui faire basculer aussi un match à un moment donné, parce que c'est toujours des histoires de bascule de match. On dit toujours il y a un moment donné le turnover ou l'élément qui va faire basculer la rencontre. Bah là, il a plus cet élément-là qui lui permet de faire basculer la rencontre, et même si la défense est bonne, elle prend encore quand même 6,4 yards par portée. Donc elle est toujours bonne, mais un peu moins que la dernière. Donc si on met tout bout à bout, on commence à comprendre pourquoi les Bucks ont une défaillance à l'heure actuelle. Et le départ de Jason Pierre-Paul, cher à notre cœur, Mhm. Bertrand, n'est pas étranger à la baisse
C'est possible. Ouais. Bah, Tout c'était à juste fait. pour mentionner notre JPP national. Oui, mais par contre, je vais te faire très vite, hein, excuse-moi, Flav, ça tarde, mais c'est sûr qu'il y a un élément qui est certain, je l'ai toujours dit, il y a parfois des joueurs, un seul élément sur 5, 6, 7 joueurs, il suffit que cet élément-là s'en aille pour déséquilibrer une équipe et qu'elle performe moins bien. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé en quelque Tout sorte. à fait. Exactement. La bonne nouvelle pour les Buccaneers, j'en parlais, c'est la division NFC Sud qui est la seule à l'heure actuelle qui n'a aucune équipe avec un bilan positif. Les Buccaneers sont donc à 3 victoires, 4 défaites, à égalité avec les Falcons. Les Saints et les Panthers sont à 2 victoires, 5 défaites. Autant dire que presque étonnamment, toutes les équipes à cette heure pourraient presque se qualifier pour les playoffs. Même les Saints et les Panthers ne sont pas en dehors de la course. Est-ce que pour vous, et on va commencer par Yaya, est-ce que pour toi Yaya, la division des Buccaneers, c'est leur vraie chance cette année? S'ils étaient dans une division beaucoup plus forte, il y aurait quasiment aucune chance qu'ils se Je qualifient. pense qu'ils auraient été dans une division plus forte, ils seraient réveillés déjà. Ils se mettent au niveau de la division. C'est un peu dangereux comme calcul, hein, parce qu'il suffit il C'est suffit que les Saints, par exemple, ou les c'est une Falcons équipe de, enchaînent deux trois bons matchs. c'est une équipe de vétérans, oui, mais c'est un peu. Alors, je vais pas te dire du mal des Saints avec toi, mais on sait très bien que c'est K1K ou Kajinka, j'aurais envie de dire, mais euh, il- quand t'as une opportunité, les trains, ils passent pas 3 fois en fait. Donc, ils ont loupé des wagons. Les Saints, et pareil, et les Falcons, ils surperforment. Donc, Ah ouais, ça c'est sûr. donc du coup, voilà, je pense que les Bucks sont un peu au-dessus parce que c'est une équipe de vétérans, de grognards, et que en termes de talent, ils sont supérieurs. En un mot, Bertrand, toi aussi, les Bucks, ça se qualifiera sans problème en fin d'année. Bah, ça se qualifiera sûrement par le titre de division parce que je vois pas beaucoup d'équipes de NFC Sud aller chercher une wildcard pour l'instant. Donc, ça sera sûrement avec le titre de division du coup. Ouais, ouais, bah c'est compliqué, hein, malgré tout, parce que Atlanta, bon, ils ont perdu que 21-15 Atlanta, hein, face aux Bucks, hein, là, il n'y a pas eu récemment. Et avec le Roughing the Passer qu'on connaît. Voilà, en plus, donc 20-10 seulement face à la Nouvelle-Orléans. Et on sait que la Nouvelle-Orléans, sur un deuxième match, peuvent très bien leur mettre 9-0, n'est-ce pas, Flav? On s'en souvient l'année dernière. Et j'en reviens, on va me dire que je trouve des contre-exemples à toutes les victoires des Buccaneers, mais et si il y a eu cette victoire, c'est aussi parce que la bagarre entre Mike Evans et Marshall Latimore a probablement galvanisé plus les troupes de Tampa Bay que de la Nouvelle-Orléans, parce que jusqu'à cette bagarre-là, les Saints étaient devant. Ouais, et puis pour finir sur enfin, sur l'argument que je voudrais mettre en avant, c'est que au-delà du fait de se mettre au niveau de la division, mais je pense quand même qu'il y a de la difficulté. Ils ont joué une équipe d'AFC qui est en perdition, pas totale, mais presque, les Steelers. Enfin, défaite 20-18. Alors ils ont eu enfin, un éclat de points un peu plus, oui, mais ils ont quand même perdu 41-31 face à Kansas City. Donc ouais, je sais pas si c'est que l'histoire de la division. Moi, j'ai peur que ça soit un problème plus profond psychologiquement et que va falloir vite se remobiliser. Mais il y a moyen, il y a le talent qu'il faut, il y a les joueurs d'expérience qu'il faut pour que sur un match, il suffit d'une victoire et puis l'élan est reparti. Mais bon, il faut attendre que la victoire arrive. On passe en AFC avec une autre équipe qui a fait un choix fort en cette fin de semaine 7. Ce sont les Colts d'Indianapolis. Des Colts qui ont été battus pour la deuxième fois de la saison par les Titans du Tennessee. Euh, Autant dire que bah, le tiebreaker contre les Titans est déjà mort pour eux. Ils ne sont qu'à une victoire d'écart avec Tennessee. Mais encore une fois, bah, il faudra gagner 2 fois plus que Tennessee puisque en cas d'égalité, ce sera les Titans qui passeront. Et ces Colts d'Indianapolis ont décidé hier, Frank Reich a décidé de bencher Matt Ryan. Alors certes, il est légèrement blessé à l'épaule, mais de toute façon, Frank Reich a dit que ça n'avait rien à voir avec sa blessure, que c'était juste parce que c'était l'heure du fameux Sam Hellinger, qui va donc prendre le départ à partir de dimanche contre les Commanders.
Une réaction, Bertrand, sur ce choix? Est-ce que c'était la bonne solution de bencher Matt Ryan, qui faisait un début de saison quand même très compliqué? Euh, Si c'est pour se tourner vers la solution d'avenir, en soi, je pense que oui, pour le coup, c'est pas inexplicable. Maintenant, ce qui est très bizarre avec les Colts, c'est que bon, ils ont été capables de gagner contre Jacksonville, contre Denver, sous des circonstances à chaque fois bien spécifiques, hein. Mais on sait que de toute façon, vu juste leur niveau de jeu global et ce qu'ils ont montré, on voit bien qu'il y a un souci. Il y a le souci que Matt Ryan se fait trop saquer, fait trop d'interceptions, sa ligne ne le protège mal. Donc, entre guillemets, je dirais même le jugement à savoir si Ellinger est la bonne solution, on va le savoir dans deux trois matchs quand on aura vu les prestations d'Ellinger. Est-ce que Ellinger s'en sort mieux et sa poche parce que c'est Matt Ryan qui gère mal sa poche, ou est-ce que Ellinger s'en sort aussi mal que Matt Ryan parce que bah, de toute façon l'équipe n'est pas au niveau. Voilà, on va le savoir très vite. Alors maintenant, c'est pas bête d'essayer. On sent que Matt Ryan est plus sur la fin qu'au début. Puis c'est pareil, Jonathan Taylor là est revenu, il n'a pas eu la production attendue, mais il revient seulement. Et puis on sait que la ligne n'est pas bonne. Et puis on sait que les receveurs d'Écosse, Pittman, Pierce, Paris, tout ça sont des joueurs qui sont de très bons joueurs puisqu'ils sont en NFL, mais qui vont pas faire foncièrement la différence. Donc, voilà, c'est un ensemble de choses. Il y a que la défense qui, un temps soit peu revenue sur des standards, on va dire, moyens attendus d'une équipe NFL. Mais je considère que pour le moment, on va attendre de voir ce que Linger va donner. Et c'est peut-être pour voir vers l'avenir. Voilà, peut-être qu'il veut lancer un message aux joueurs en disant bah, maintenant je mets quelqu'un qui est jeune, voyons vers l'avenir. En précisant que le backup de Sam Ellinger pour le match contre les Commanders sera Nick Foles et non pas Matt Ryan, hein, Hmm. qui ne sera même pas qui ne sera même pas là. Euh, on parlait de Jonathan Taylor et un petit mot sur lui quand même parce qu'on rappelle que c'est celui qui avait amassé le plus de yards l'an dernier à la course de toute la NFL. Cette année, pour l'instant, c'est 386 yards. Il n'a marqué qu'un seul touchdown depuis le début de la saison. Est-ce que Jonathan Taylor, Matt Ryan, bref, encore une fois, Yaya, l'attaque des Colts, c'est ce qui fait que bah, aujourd'hui, Indianapolis a beaucoup de mal. Bah, plutôt que de parler de Matt Ryan en tant que tel, ce qu'on peut dire, c'est que il y a une grosse instabilité au poste de quarterback depuis la retraite anticipée de Andrew Luck. Hmm. Ils ont été chercher Philip Rivers, ils ont récupéré, c'était Carson Wentz l'année Ouais. dernière, Oui. maintenant Matt Ryan, et on change en cours de saison maintenant. Ça risque d'être un peu compliqué. Donc, pour moi, c'est un ensemble de choses. Et effectivement, Bertrand l'a clairement dit, la ligne, c'est plus possible. On attendait beaucoup de la prolongation de Quentin Nelson, mais il est tout seul. Hmm. Il est clairement tout seul. Et derrière, bah, Jonathan, sans ligne, comment tu fais pour avancer? Tu peux pas donner de temps à ton quarterback qui apprend un nouveau système, parce que on sous-estime, mais quand on arrive, c'est rare qu'on puisse prendre les clés de l'attaque avec un nouveau playbook. Donc, plus un running back qui peut plus avancer, c'est compliqué. Alors après, sur la défense, ben, t'as en plus Shaquille Leonard, il n'est pas là. DeForest Buckner, ben, c'est plus ce que c'était. Ça fait beaucoup de choses. Yannick Ngakoue, pareil, qui n'est plus le joueur qu'il était quand il était à Jacksonville. Ça fait beaucoup quand même. Donc c'est une équipe qui est en bout de cycle. Je pense que ça sent l'équipe qui va appuyer sur le bouton rebuild à la fin de saison. Et sachant que je fais juste une aparté, Matt Ryan, là, il est carrément considéré out hein, sur les rapports, par exemple, du ESPN.
Donc peut-être que même il a une blessure ou je sais pas, ou là est-ce qu'ils l'ont Il, considéré il- out sur le fait qu'il qu'il le mettait non, non, il a une blessure à l'épaule, hein. voilà, d'accord. Enfin une légère. Il a une blessure à l'épaule, ce qui fera qu'il sera pas là. Mais de toute façon, même quand il sera en bonne santé, Frank Reich a été clair sur le fait que ce serait Sam Ellinger qui Hmm. prendrait les départs et non plus Matt Ryan. Bah, Mais ça qui est 24 fois, c'est pas étonnant qu'il soit blessé. et juste dernière chose, j'avais dit un seul être, tu l'avais dit, pardon, un seul être manque et tout est dépeuplé. Par exemple, Glowinski a été membre de la ligne offensive des Colts. Est-ce que même si ce joueur-là n'a pas je vais dire la notoriété de Quentin Nelson, mais est-ce que ce joueur-là maintenant étant manquant à cette ligne-là et fait pour l'instant à peu près les beaux jours des Giants, est-ce que ce joueur-là n'était pas un élément indispensable à cette ligne? Et ça, on n'en sait rien, puisqu'on n'a pas. Il faudrait vraiment rentrer dans des stats de chaque joueur de ligne que le staff des Colts a. Mais pour le coup, c'est pas impossible. Donc, ouais, il y a des choses comme ça qui font que ça peut tourner une équipe et qu'elle performe moins. Bon, bah, il n'y a peut-être pas que ça, mais c'en est un élément. Autre équipe qu'on a classée, la dernière qu'on a classée dans les déceptions, ils n'ont pas joué cette semaine, donc au moins on ne pourra pas dire qu'ils ont perdu. Ce sont les Rams de Los Angeles. Alors, non pas sur leur bilan, puisqu'ils sont à 3 victoires, 3 défaites, mais c'est surtout sur la manière, sur tout ce qui entoure les Rams. On attendait beaucoup des champions en titre, et force est de constater que le début est un peu poussif, et surtout la suite va être pas simple pour les Rams, puisqu'ils vont jouer les 49ers, les Buccaneers, les Cardinals, les Saints et les Chiefs sur leurs 5 prochaines semaines. Autant dire qu'on va savoir assez rapidement, Yaya, de quel bois sont faits ces Rams. Oui, 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 c'est à peu près l'heure de vérité. Donc là, ils ont eu 15 jours pour préparer. Ils vont pouvoir affûter les cornes. C'est vraiment, tu l'as dit, c'est vraiment dans la forme, enfin dans la manière plus qu'autre chose. Euh, Il y a quelque chose qui est dérangeant dans cette équipe et j'arrive pas ils sont à très bien déterminés. Donc déjà on sait que il y a un vrai problème, un vrai déficit sur le jeu de course. Le jeu de course ne prend pas. Cam Akers est appelé à partir et ce qui est étonnant, c'est qu'ils n'aient pas encore pris un joueur via un trade, un running back via trade. Euh, je pensais que CMC allait arriver chez lui, hein, chez eux, Christian McCaffrey, et ce n'est pas le cas. Donc c'est vraiment ce qui fait défaut à cette équipe parce que la ligne est tellement poreuse que c'était leur force l'année dernière et le pauvre Matthew Stafford revit ses heures les plus sombres comme du côté de Détroit à l'époque. Donc Cooper Cup est un excellent joueur, masque des choses, mais Jefferson n'est pas revenu. OBJ n'est pas là, donc le jeu est extrêmement prévisible. Et voilà, on rajoute à ça une défense qui n'est plus ce qu'elle était. Aaron Donald, ben, même s'il a signé son nouveau contrat, il avait dit qu'il était prêt à partir à la retraite. Je pense qu'il regrette d'être revenu, mis à part pour l'argent. Il se retrouve un peu tout seul sur la ligne et Jalen Ramsey n'est plus Jalen Ramsey. Donc déjà pour le Super Bowl, il a eu du bol de gagner parce que Jamar Chase l'avait quand même plutôt bien mangé sur tout le Super Bowl. Là, ça continue. Donc, McVay ne peut plus faire les mêmes défenses, ne peut plus le laisser en homme à homme sur le meilleur receveur adverse. Ça fait Mais, tout un tas d'éléments. alors, Vas-y ouais. Bertrand, Alors, vas-y. moi, je vais être plus dur qu'ailleurs. Moi, là, je vais être plus dur qu'ailleurs. C'est incompréhensible. Je suis désolé. On peut me dire tout ce qu'on veut par rapport à la ligne offensive. Et ils ont perdu un joueur qui est parti à la retraite, dont le nom m'échappe. Hein, peut-être que vous l'avez. Whitworth, Ouais, Whitworth. Voilà. Whitworth. Whitworth. Alors, je veux bien. Hein, j'avais dit un seul être vous manque. Bon, ok, lui, il était peut-être déterminant. Mais enfin, là, on regarde les stats de cette équipe dans son global. Mais c'est hallucinant.
ils sont sur les. Mais je vois du 31e, du 31e, du 28e, du 32e, du 32e, 31e. Je peux continuer comme ça va jusqu'au bout. Hein. On ne peut pas être dans les bas-fonds de la ligue en termes de stats quand on s'appelle les Rams avec l'effectif que l'on a. Faut arrêter de dire n'importe quoi là. C'est pas possible autrement. Je suis énervé parce que pour le coup, pas pour taper les Rams en disant c'est pas bien, ils sont nuls à regarder. C'est que c'est anormal quand on a Cooper Kupp, qu'on a malgré tout Darrell Henderson. Vous n'allez pas me dire que c'était que Odell Beckham Jr. qui faisait que cette équipe fonctionnait quand il était là. Donc non, c'est surtout qu'il est arrivé en cours de saison l'an dernier. Voilà, non. Ah ça c'est certain. Non, c'est certain. Mais je veux dire, à part ça, on a quand même toujours la même base. On a quand même Matthew Stafford qui est toujours là. Moi, j'avais été très critique l'année dernière en disant que son incapacité à être régulier, et ben la preuve en est faite peut-être d'ailleurs par rapport à ça, parce que bon, on n'a pas le temps de développer toutes les stats. Mais globalement, il y a quand même Stafford qui est pas un manchot, qui sait quand même délivrer des passes. Cooper Kupp qui est là. Allen Robinson qui devait arriver justement pour être le receveur numéro 2. Bon, bah, alors est-ce qu'il n'est pas suffisamment bien ciblé ou autre? Tyler Higbee, enfin voilà, je veux dire, il y a des groupes, il y a des effectifs d'autres équipes qui aimeraient bien avoir certains de ces joueurs. Et là, pour le coup, on peut pas me dire, à part Van Jefferson, qui est absent, mais enfin, on peut pas me dire qu'il manque des éléments importants. Et cette défense, c'est pareil, n'a pas d'éléments importants manquants. Donc, je veux dire, c'est incompréhensible d'avoir un tel niveau, et sachant que pour moi, là par contre, je vais relativiser par rapport à Yaya ce qu'il disait sur la défense, c'est que pour le coup, si on regarde la ligne de stade de la défense, par rapport à ce qu'elle laisse aux adversaires, elle est quand même plutôt bien passée. Donc on a quand même une défense qui répond présent malgré tout. Mais est-ce que le départ de Von Miller, du côté des Bills, qui était pris comme il est pris là chez les Bills pour jouer sur les troisièmes downs la plupart du temps et être décisif quand il le faut, bah, est-ce qu'il n'est pas manquant aussi par rapport à ça? C'est peut-être une probabilité, mais c'est incompréhensible d'être à un tel niveau quand on s'appelle les Rams, c'est d'avoir une telle ligne de stats. Ça, c'est évident. Et Von Miller, c'était également beaucoup dans le vestiaire, je pense. Je pense qu'il avait amené cette habitude de gagner et de faire step up tout le monde pour aller gagner le titre et faire le run pour aller gagner. Parce que pour moi, l'année dernière, le Super Bowl était un Super Bowl d'équipe qui faisait des runs, qui faisait un run. Donc j'ai essayé d'être sympa, moi, pour une fois, alors que normalement c'est moi qui aime bien fracasser un peu mais je ne peux qu'être d'accord avec toi. Euh, L'attaque, c'est clairement insuffisant. Alors, le jeu de bloc de Sean McVay est très compliqué à intégrer. Je pense que peut-être que c'est pendant ces 15 jours, il a pu travailler avec sa ligne offensive pour gagner un peu de temps. Mais après, excuse-moi, mais Aaron Donald qui a seulement 4 sacs, c'est en dehors de ses stats, 4 sacs en 6 journées. Normalement, il devrait en avoir au moins 2 de plus. Et du coup, ça bloque tout, quoi. Non, mais c'est clair, hein, de toute façon, et quand ils gagnent une vingtaine de points maximum. Quand ils perdent, ils mettent à peine 10 points ou 9 points. Enfin, bon, voilà, là on a tout répondu. Hein, C'est ce que je dis. C'est le point commun entre les 4 équipes dont on a parlé. C'est le jeu d'attaque. La défense tient à peu près, mais le jeu d'attaque est clairement insuffisant. On va passer maintenant aux bonnes surprises. Alors là, c'était une équipe qui, pour le coup, avait pas une défense qui tenait très bien, mais ça s'est amélioré ces derniers temps. On reste dans cette même division, dans la division des Rams, et on va parler des Seahawks de Seattle. Les Seahawks qui sont étonnamment en première place de la division. Alors je précise pour nos auditeurs qu'on va pas parler de toutes les équipes qui ont un bon bilan, on ne parle juste que des équipes qui n'étaient pas forcément attendues à ce niveau-là en début de saison. Hein. On va laisser de côté les Chiefs, les Bills, on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres podcasts. Là c'est vraiment les 4 équipes un peu surprises entre guillemets de ce début de saison. Et donc les Seahawks de Seattle, on leur avait annoncé l'enfer après le départ de Russell Wilson. On disait qu'ils allaient être en reconstruction. Rashad Penny, qui avait fait un bon début de saison, s'est en plus blessé. Il se retrouve avec un running back rookie. Et pourtant, Yaya, tout a l'air de plutôt bien fonctionner, puisque encore les Seahawks se sont imposés dimanche sur le terrain des Chargers. Oui, alors c'est assez étonnant. On parlait d'équipe bien coachée. Pete Carroll,
prouve quand même que avec un effectif moyen, il peut faire des choses. C'était une équipe qui avait beaucoup de problèmes ces dernières années, notamment en termes de ligne. Malgré tout, Geno Smith fait le taf. Geno Smith, dont tout le monde se moquait en début de saison, ben, il arrive à mener la 12e attaque de la ligue en termes de yards. Alors attention, le manque de running back, parce que c'est une équipe qui est extrêmement tournée vers le sol, et ça va être le cas de la plupart des équipes dont on va parler maintenant. C'est des équipes qui performent surtout sur le sol. Donc euh, Une tendance aujourd'hui, qui revient d'ailleurs, excuse-moi, une tendance qui oui, revient. Est-ce qu'on n'est pas en train de retourner sur il y a une période où on a visé que à la passe? Est-ce qu'on revient pas sur de nouveau une tendance où les équipes se tournent vers le sol parce qu'ils ont le joueur qui leur permet de faire ça aussi, bien sûr, mais qui influence sur le jeu sur le sol pour avoir plus de résultats? il y a deux choses pour moi. Il y a, on va faire un aparté également. Je pense que c'est parce que c'est des équipes qui ont moins de talent au poste de quarterback et qui vont vers le jeu plutôt de running back. Donc c'est Hmm. pour ça. Et c'est cyclique. Il y a toujours des cycles. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tout est bloqué à la course, on débloque avec la passe. Quand tout est bloqué avec la passe, on débloque avec la course. Hmm. Donc, pour peu qu'il y ait des quarterbacks un peu mobiles qui puissent courir, eh ben, ça fait qu'ils soient double menace, ça peut être assez pratique de brouiller les pistes. Et on voit que les jeux Wildcat, les trick play arrivent de plus en plus. Pour en revenir à Seattle, c'est pareil, ils ont la chance d'être dans une division où personne ne veut la prendre. On pensait que c'était une des divisions les plus fortes de la ligue, au moins de la NFC. Ben, les Cardinals aussi auraient pu être dans les équipes qui déçoivent. Bon, on va dire que chez TFA, beaucoup pensaient que c'était un feu de paille. Les Niners sont sur courant alternatif et on a vu que les Rams décevaient. Ben, les Seattle jouent avec ses forces, c'est-à-dire que une bonne attaque et puis on fait ce qu'on sait faire, on limite au maximum et puis dès qu'il y a une demi-occasion, on va le prendre parce elle est gagnée d'entrée contre les Broncos, ce genre de choses. Ils prennent ce qu'ils doivent prendre et c'est plutôt bien joué quoi. On a un Geno Smith plutôt performant, l'a dit Yaya, et on a surtout des jeunes qui performent très bien, Bertrand, Kenneth Walker III, au poste de running back. Je pense aussi à Tariq Woolen, Oui. le cornerback, qui fait une saison excellente lui aussi. Vraiment, ouais, tout a l'air de bien fonctionner chez les Seahawks pour l'instant. Bah globalement, bah, Yaya a tout dit, mais ce que je peux juste rajouter, c'est que au niveau de l'équipe, pour moi, c'est une équipe montagne russe. C'est-à-dire qu'à l'inverse des autres équipes qui misent sur leur défense pour après positionner leur attaque et gagner les yards et puis peut-être arriver à marquer des points, là on est sur une équipe qui joue tout pour l'attaque. Donc entre guillemets, c'était un peu au début de saison l'énergie du désespoir, on nous attend pas là où on est, bon bah allez, tant pis, on va commencer à lancer. Alors, en plus, il a les joueurs pour, hein, avec DK Metcalf et Tyler Lockett, pour le peu que ça matche bien. Et Will Disley, d'ailleurs, le Titan qui fait une très bonne saison aussi. Et Marquis Goodwin, je peux continuer à en nommer. Donc, voilà, c'était l'équipe énergie du désespoir. Et au final, ça a matché. Et puis, on en a gagné un match. Et puis, on en a gagné un deuxième. Tu as parlé du running back, bah voilà, d'ailleurs, qui sont les premiers d'ailleurs de la ligue au niveau de la moyenne à la course. J'ai plus la stat en tête, mais de moins c'est 5,5 yards par course. Voilà, au final, ça donne ça. Alors même si la défense n'est pas dans les meilleurs classements au final sur toutes les catégories statistiques, eh bien, je vais dire, comme ils misent tout sur l'attaque, il suffit qu'elle soit à peu près bien ou qu'il y ait un bon jeu qui fasse le turnover et qui fasse tourner la rencontre, comme fait Tarek Poulen. Et puis au final, ils s'en sortent. Alors, ils s'en sortiront pas à tous les matchs,
parce que bon, c'est une équipe à montagne russe, donc évidemment, il y aura du très bien comme du moins bien, mais pour le moment, bah, ça tient. Autre équipe qui performe très bien, et là messieurs vous êtes très bien placés pour en parler, ce sont les Giants de New York, étonnamment à 6 victoires, une défaite. Alors on pourra toujours dire que les Giants ne gagnent pas en étant flamboyants, on pourra toujours dire que leur calendrier était plutôt simple et le restera jusqu'à la fin de la saison. On pourra toujours dire aussi que peut-être le bilan aurait pu être différent, mais il est celui qu'il est. Et à cette heure, les Giants côtoient les Eagles tout en haut du classement de la NFL avec 6 victoires, une défaite et encore une victoire à l'arraché ce dimanche, mon cher Bertrand, du côté de Jacksonville. Eh ben, un match, un déroulé de match, une victoire comme les autres victoires des semaines auparavant. On est toujours, voilà, on est toujours comment mené. À un moment donné, l'équipe, bah, on va dire, a la possibilité, on repasse devant sur la deuxième période. Et puis, sur la fin, l'équipe adverse pousse, et ça se joue là à un yard près. Que Christian Kirk passe la ligne, mais héroïquement, on a notre ligne défensive avec Moreau ainsi que McKinney, Julian Love, ouais, et Collins, ouais, dans les trois, ouais. Ouais, et il repousse vers l'intérieur pour éviter de se prendre une touchdown. Mais bon, ça s'est encore joué à rien. Comme tu dis, c'est le mot héroïque, c'est vraiment le mot qui sied bien à ces équipes. Pour le coup, on a encore misé sur le jeu au sol avec Saquon Barkley. On le savait bien que ça tournait là-bas. Daniel Jones aussi, il est à 19 sur 30, 202 yards, un touchdown, puis 11 courses pour 107 yards et un touchdown aussi. Donc voilà, c'est les deux pourvoyeurs, en tout cas en attaque. Et pour le coup, je mettrais juste un élément par rapport à la défense. C'est que il y a eu beaucoup de fautes et là, je dirais les arbitres ont été un peu aux fraises cette semaine, peut-être sur beaucoup de matchs, mais enfin en tout cas sur celui-là, il était pas mal non plus. Et sur le Trevor Dexter Lawrence qui a priori fait un roughing the passer alors qu'il accroche très légèrement le maillot de Trevor Lawrence, donc il faut quand même m'expliquer où est le roughing the passer, ou quand Kayvon Thibodeau est tenu un sacré paquet de holding durant tout le match. Donc à un moment donné, moi je veux bien, mais il faut quand même revenir à des arbitres qui arbitrent et pas des arbitres qui demandent des autographes à la sortie des vestiaires. Parce que là, on est quand même sur de l'amateurisme total. Donc là, aujourd'hui, oui, cette équipe, elle mérite d'être là où elle est. J'ai peur qu'à cause des blessures, et ça c'est ma plus grosse crainte, le momentum tourne. Parce qu'à un moment donné, quand vous avez plus vos soldats prêts à aller au combat, bah, ça commence à être difficile pour pouvoir se sortir de la bataille. Mais bah, j'espère que ils vont s'en sortir. Et la seule bonne chose, c'est une petite stat, et je pense que Yaya l'a vu tourner aussi, c'est qu'on va rencontrer la 30e, 31e et 32e équipe à la défense et à la course la plus mauvaise. Donc c'est bien pour nous, puisque a priori Saquon Barkley et Daniel Jones font le travail. Il manquerait plus que les receveurs ne droppent moins de ballons, et ça sera bien. Voilà. Yaya, juste un petit mot, et tu peux bien évidemment parler aussi du match de dimanche, mais sur la suite de la saison, jusqu'où tu vois les Giants aller déjà en saison régulière, et est-ce que tu les vois possiblement réussir en playoff s'ils y vont? Alors, moi, je pense que playoff, ça va être très compliqué. Ils peuvent se qualifier pour une wild card parce que la faiblesse de la ligue, enfin de la NFC. Et après, ce sera du bonus pour moi par rapport à ça. Moi, ce que je veux mettre en avant plus par rapport à ça, c'est plus le coaching, et que ce soit en attaque comme en défense, et que ce soit le coach principal qui insuffle une dynamique. Je pense que on se rend pas compte de l'impact de la première victoire à Nashville qu'il y a eu sur la saison, parce que c'était un match qui aurait jamais dû être gagné sur les autres saisons.
Et du coup, ça a insufflé une dynamique. Du coup, c'était à l'extérieur en plus. Ça va jouer derrière au MetLife contre Carolina. Et d'entrée de jeu, les special teams prennent un fumble, récupèrent un fumble. Donc voilà. Pour moi, c'est impressionnant de voir ce que le coaching staff fait de cette équipe. Après, pour revenir à ta question, je ne sais pas jusqu'où ça va aller. On va prendre les matchs comme ils viennent, continuer à donner de l'expérience à cette équipe et le but étant de... Cette année, c'est la cerise sur le gâteau. On n'était pas attendu, on gagne les matchs, on est sérieux, on sait que l'adversaire, pour battre les Giants, doit tout mettre sur le terrain. Et ça, pour moi, c'est le plus important, c'est-à-dire que ils donnent tout sur le terrain, que ce soit en attaque comme en défense. Voilà, moi je voudrais mettre en avant un joueur qui est sur quasiment tous les snaps, c'est McKinney, le safety qui est le capitaine de la défense, vraiment. C'est lui qui a l'audio. Et voilà, il est sur tous les ballons. Il a forcé un fumble décisif Ouais. cette semaine qui a permis derrière de mener un drive. Voilà. Après, on a vu que quand on est devant, ça balbutie encore un peu son football avec deux erreurs de Saquon Barkley. Bon, c'est pas vraiment sa faute, mais il va dehors alors qu'il serait resté sur le terrain. C'était beaucoup plus tranquille pour la fin de match. Ça a forcé un dernier drive pour les Jags. Bon, voilà, ça En- arrive. Ça fait partie de l'apprentissage collectif et voilà. Et je suis très très fan de notre ami Brian Dabble. Le travail de Joe Shine est fabuleux. Et quand on voit les tours de draft des années d'avant, ce que ça donne, et maintenant nos rookies de cette année, bah voilà, Wendell Robinson, voilà, c'est fun à voir jouer. Bellinger, donc j'espère qu'il pourra revenir assez vite parce qu'il a pris un doigt dans l'œil et il y a pas eu de pénalité, hein. fracture oculaire, hein. Fracture oculaire. Ouais, donc et pas de pénalité, bien sûr. Hmm. Alors que voilà. Enfin bref, on va pas Mais revenir sur l'arbitrage, je vais m'énerver. Mais oui, c'était voilà, c'est fun à voir jouer. Une équipe qui lâche rien, ça fait toujours plaisir. juste une aparté en tout cas, après on passera à autre chose, mais c'est juste pour dire que ça nous change effectivement au niveau du coaching de Ben McAdoo et Pat Shurmur qui avaient le charisme d'une huître, l'un et l'autre, ou de Joe Judge qui lui avait été remonté comme une pendule aussi, mais n'avait aucune technique ou qu'une tactique derrière tout ça. Donc c'est sûr qu'on est sur un autre schéma là pour le moment. Ça sourit chez les Giants, mais ça sourit en général dans la ville de la grosse pomme, puisqu'à New York, les Jets performent eux aussi plutôt bien depuis le début de la saison, et même très bien, 4 victoires consécutives pour les Jets de New York. Alors enfin l'un des deux seuls gros problèmes, on reviendra sur la blessure de Brice Hall juste après, mais le premier gros problème pour les Jets, c'est qu'ils sont dans la division des Bills. Et que ce sera donc du coup assez compliqué pour eux d'aller chercher une place en playoff grâce au titre de division. Il faudra donc avoir le meilleur bilan possible pour aller chercher une wildcard. Yaya, les Jets quand même t'impressionnent toi en ce moment? Oui, totalement. Pour moi, ben un peu à la manière des Giants, je m'attendais pas à grand-chose d'eux. Je pensais qu'ils allaient mettre les jeunes sur le terrain. Vu le premier match, le deuxième qui gagne sur un exploit entre guillemets, hein, sur un comeback ou contre les Browns. Et derrière, bah, finalement, bah, ça tient. Et je trouve que c'est plutôt cohérent avec un coach plutôt défensif qui fait le taf, Robert Saleh. Euh, voilà, bah, ça tient. Toujours la petite question autour du poste de quarterback, mais ils font ce qu'ils savent faire. Donc, un comité de running back, alors effectivement, notre ami Bryce Hall s'est blessé. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu un transfert pour pouvoir récupérer un autre running back. Mais il y James avait. Robinson. Pardon? James Robinson, oui. Robinson. Oui.
qui est plutôt une bonne nouvelle pour Travis Etienne, comme ils disent, Travis Etienne en français, qui va avoir beaucoup plus de ballons. Mais bon, les Jets, on sait jamais. Et tu parlais effectivement d'être dans la division des Bills, mais ils sont surtout dans la division des Dolphins aussi, qui vont être les principaux concurrents pour la wild card. Donc, si les Dolphins redeviennent les Dolphins du début de saison, ça va être très compliqué parce qu'il y a quelques semaines, on pensait encore que les Dolphins pouvaient jouer la pole position dans la FC. Donc, ça va être leur souci. Mais en tout cas, ils sont fun d'avoir joué. L'inquiétude reste autour du poste de quarterback. Après, concernant la défense, il n'y aura pas de problème. Pour moi, il n'y aura pas de problème du tout. Ça va progresser avec Robert Saleh. Et là où ça va être encore plus intéressant, c'est que le dernier match de la saison, la toute dernière confrontation, c'est contre les Dolphins de Miami précisément, et ça pourrait nous donner un match particulièrement intéressant si à l'avenir les deux venaient à être au coude à coude à ce moment-là de la saison. T'as parlé de la défense, Yaya, effectivement une défense qui performe très bien. On rappelle les chiffres, ils ont pris 17 points seulement contre les Dolphins, 10 contre les Packers, 9 contre les Broncos sur les 3 dernières semaines. Donc effectivement, de ce côté-là, tout fonctionne plutôt bien. Le point d'inquiétude, c'est effectivement la blessure de Brice Hall, qui faisait une saison exceptionnelle, qui était parti très clairement pour être rookie de l'année, et qui s'est donc blessé, déchirure des ligaments croisés du genou lors du match de dimanche. On a l'arrivée de Robinson, l'ancien des Jags, qui a débarqué dans la nuit de lundi à mardi du côté des Jets. Bertrand, est-ce que ça te semble être une addition qui est, oh, je ne veux pas dire en mesure de remplacer Brice Hall et sa production, mais au moins de limiter, de colmater les dégâts? Oui, alors de toute façon, toute addition de ce genre de joueur est importante et puis je pense que c'est une bonne réaction vis-à-vis du board par rapport à la situation. Moi, par contre, ce que je vais mettre en avant, et je vais taper à contre-courant de ce qui se dit, c'est que je pense que oui, ils ont une superbe défense jeune et tout du moins voilà, qui fait le travail dans une ligne statistique qui est moyenne dans la ligue. Donc ça, c'est très bien avec Sauce Garner et Quinnen Williams en fer de lance. Mais je vais quand même dire que je ne sais pas si ça va pas quand même tourner à un moment donné, parce que si je regarde les victoires ou les défaites, en règle générale, là, les victoires, elles sont aussi sur des équipes qui sont soit en perdition, soit qui à un moment donné ont eu la malchance d'avoir une blessure haute. Je pense à Miami et Pittsburgh, donc ça fait quand même 2 victoires. Cleveland, ça s'est joué à un point. Bengals et Baltimore, c'est perdu. Et Green Bay, on sait la situation de Green Bay. Bon, et Denver, on sait la situation de Denver. Donc quand on met tout bout à bout, ça a l'air d'être un super nombre victoires-défaites, mais derrière tout ça, c'est pas des équipes non plus du haut de tableau. Alors attention, on n'attend pas des Jets aujourd'hui qui soient complètement changés, mais je pense que là, euh, même si les Giants sont dans une situation un peu identique, ils sont toujours sur le fil pour gagner, pour les Jets, je pense que c'est aussi les équipes qu'ils ont affrontées qui sont pas vraiment non plus. Miami, c'est par exemple une situation où ils avaient pas non plus Tua Tagovailoa et donc leur joueur star à ce moment-là. Donc globalement, je mettrai un bémol par rapport à tout ça et j'aimerais bien voir par la suite ce que ça va donner quand il va y avoir des équipes un cran au-dessus. Des 3 équipes que l'on a parlé, on va terminer ce podcast là-dessus. Yaya, Bertrand, je vais vous interroger tous les deux là-dessus. Des 3 équipes dont on a parlé, à savoir les Giants, les Jets et les Seahawks. S'il y en a une en dehors du cœur, hein, une que vous voyez aller le plus loin en playoff, dirons-nous, ce serait laquelle, Yaya? En playoff, En playoff. pour moi, les Est-ce Seahawks. que tu vois l'une des 3 aller en playoff déjà? Si ça va jouer entre les Seahawks et les Giants pour la dernière place. Moi perso, je vois aucune. C'est malheureux à dire, mais je vois aucune des trois. Même les Seahawks, parce que je pense qu'on est là, on va être à la 8e semaine. Il reste encore quand même beaucoup de matchs. Des équipes vont pouvoir sûrement se reprendre. Il y a quelquefois toujours des momentum qui changent.
Donc je suis malheureusement à dire, hein, mais je vois pas aucune des trois même se qualifier en play-off. C'est des belles histoires pour le moment, mais des histoires qui peuvent prendre fin quand certaines équipes d'un gros calibre, entre guillemets, auront remis les choses dans l'ordre éventuellement. Et au moins, Comptablement, c'est les oui, Giants qui ont déjà oui. 6 victoires. On peut penser qu'avec 3 à 4 victoires de plus, ce serait bon, hein. Et c'est sur cette note d'optimisme, et au moins sur le podcast, on aura eu l'occasion de parler de ces équipes-là, des Jets, des Giants, des Seahawks, dont on n'aurait peut-être pas forcément beaucoup parlé dans une saison classique, mais au moins le podcast d'aujourd'hui nous aura permis, avec ces bonnes surprises, de mettre en lumière le travail de ces trois formations-là. Messieurs, merci beaucoup pour votre expertise, toujours appréciée de nos auditeurs. Merci Yaya, merci Bertrand. On se retrouve très vite pour de la NFL sur les antennes de TFA, puisque dès jeudi à 21h, vous aurez rendez-vous avec Tailgate en live, qui viendra parler du match entre les Buccaneers de Tampa Bay et les Ravens de Baltimore. Et n'oubliez pas, ce week-end, on change d'heure, donc le rendez-vous de Tailgate de dimanche, c'est à 16h30, puisque les matchs commenceront à 18h. Merci Yaya, merci Bertrand. On se dit à très vite sur les antennes de TF1. Merci, bonne soirée, à bientôt.